Voilà, vous l'avez entendu, ce week-end, le vice-président américain J.D. Vance a quitté la capitale du Pakistan, Islamabad, sans accord. Donald Trump, a aussitôt annoncé un blocus naval du détroit d'Ormuz par lequel transite un cinquième du pétrole mondial. La crise énergétique mondiale n'a donc à peu près aucune raison de cesser. En France, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avait annoncé vendredi son grand plan d'électrification. Un plan de souveraineté, dit-il, mais souveraineté pour quelle économie et pour quelle société? C'est la question que je pose aujourd'hui à mes invités, lesquels sont Antonin Bergeaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à HEC, vous avez été lauréat du prix du jeune économiste en 2025, vous publiez La prospérité retrouvée, les leviers de la croissance au XXIe siècle, c'est chez Odile Jacob. Dominique Méda, bonjour, vous êtes Bonjour. professeur de sociologie à Paris-Dauphine, directrice de l'Institut Veblen, vous publiez Le travail, pourquoi travaillons-nous aux éditions Autrement. Quel est votre regard sur cette situation, Dominique Méda? Mais écoutez, je crois que la France était déjà dans une situation assez fragile et là, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait un choc très négatif sur, une grande partie des ménages, et des entreprises. Il y a beaucoup de défaillances. On a déjà un taux de pauvreté en France qui est élevé, hein, un des plus élevés, depuis 1996, 15,4 10 millions de personnes et donc on peut craindre que cette crise qui va, continuer à faire augmenter les prix, du carburant et de l'énergie d'une manière générale, pousse, dans la pauvreté et la précarité un plus grand nombre de personnes et ce qu'on peut alors il y a eu les prévisions de l'OFCE la semaine dernière, où leurs prévisions étaient, enfin plutôt négatives je dirais, hein, donc situation, assez, fragile pour la France. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait, comme en 2018, au moment de l'augmentation de la taxe sur les carburants, un certain nombre de personnes qui ne supportent pas cette situation et peut-être un retour des fameux gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, Antonin Bergeaud? Je suis, enfin, c'est évidemment une crise, qui intervient au mauvais moment, et à chaque fois qu'il y a une crise, récemment, en fait, ça soulève aussi notre fragilité et notre, faible résilience, face à des chocs, que ce soit, la pandémie et puis les chocs sur le prix de l'énergie. On a, effectivement un taux de pauvreté qui est important. On a aussi, un Pourquoi au mauvais gouvernement moment? au même moment parce Si qu'on tant a est qu'il y ait de bons moments pour les oui, crises. oui, alors il y a du moins mauvais moments peut-être, mais on a des finances publiques qui sont, complètement saturées. On a un déficit à 5, donc le gouvernement ne peut pas faire énormément pour préserver la consommation et notamment, des plus démunis et on se retrouve d'ailleurs dans le discours de Sébastien Lecornu. Il a expliqué qu'il n'y aurait pas, la mise en œuvre d'aide automatique. Donc on va essayer de composer avec, le peu de marge budgétaire dont on dispose et surtout, on se rend compte qu'on a assez peu de capacité de réagir parce qu'on n'a pas mis en place des chaînes qui nous permettent d'être résilients du point de vue énergétique, en tout cas sur le pétrole, puisqu'on continue à en consommer très largement. Et le plan énergie, bon, il est bienvenu sans doute, mais ça prendra du temps. Il n'est pas du tout évident qu'on ait la capacité de le mettre en place. On va également être dépendant de tout un tas de matières premières pour constituer les batteries, les pompes à chaleur, etc. Donc tout ça va de toute façon à nouveau mettre en avant certaines de nos faiblesses économiques. Donc c'est sûr que ce choc intervient au même moment. Par ailleurs, il crée de l'incertitude. L'incertitude, on sait que ça pèse sur la croissance économique, croissance qui est déjà relativement faible en France et en Europe. Donc pour cette raison que je dis que le choc arrive au mauvais moment. Oui. Dominique Méda, par rapport à ça, est-ce que le gouvernement a péché par manque d'anticipation? Est-ce qu'on aurait pu savoir avant que cela se produise que notre pays souffrait de faiblesses structurelles? Bah, moi, je pense que on a manqué d'anticipation depuis très, très longtemps, depuis des décennies, en fait. C'est pour ça que l'annonce de Sébastien Lecornu, lorsqu'il dit: «On va faire un grand plan d'électrification». Alors, on le comprend, c'est parce qu'il n'a pas, en effet, les moyens d'aider, plus les et tout de suite et massivement, les ménages. Mais
en même temps, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression qu'enfin, le gouvernement est en train de comprendre qu'on doit traiter le problème structurellement. C'est-à-dire qu'on doit sortir notre pays de la dépendance dans laquelle il se trouve, puisqu'on sait que 60% de la consommation finale d'énergie est encore composée d'énergie fossile. Et que ça, c'est hyper mauvais. C'est hyper mauvais, évidemment, pour le climat. C'est hyper mauvais pour la facture qu'on paye, 60 milliards. C'est mauvais pour tout. Et pourtant, on a l'impression que depuis des décennies, on n'a fait que repousser le problème. Et il y a eu un moment très, très important, c'est le rapport Pisani-Ferry-Mafouze, où on a eu sur la table un rapport qui nous disait il faut maintenant en gros, engager nos sociétés dans la reconversion écologique et ça va coûter 64 milliards par an. Il va falloir mettre 64 milliards de plus par an dans la transition écologique, moitié publique, moitié privée. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que le lendemain matin, tous les ministres s'étaient succédés sur les matinales pour dire qu'en gros, il n'en était pas question. Alors, il n'était pas question de financer comme cela avait été suggéré. Donc voilà, là, on tient peut-être un moment où on va vraiment engager une politique de sortie de nos dépendances. Bon, alors, j'ai deux hypothèses, Antonin Bergeaud. Je vais vous demander de trancher d'ailleurs entre ces deux hypothèses-là. Première hypothèse, cette crise est temporaire. Le détroit d'Ormuz va être bloqué, mais très rapidement, il va se débloquer. Qu'est-ce qui va se passer pour la France? Et puis, seconde hypothèse, cette crise est plus durable. Celle-ci s'enquiste et les prix de l'énergie augmentent durablement. Est-ce que vous pouvez me faire ces deux scénarios? Alors, je ne me risquerai pas une analyse géopolitique, mais je Non, pense je que veux ce qu'on dire, peut faire, sur- c'est du point de vue des conséquences économiques. Oui, oui, tout à fait. Je pense que cette crise-là, soit durable ou pas, il y en aura sans doute une autre derrière. De toute façon, il faut s'attendre. On vit déjà dans une période où l'incertitude est permanente et où le prix de l'énergie fluctue énormément. Donc, de toute façon, que ce soit celle-là ou la prochaine, il y a un impact durable sur le prix des matières premières. La prochaine, je ne suis pas sûr de vous suivre. Une prochaine crise. Ah, une Il y a prochaine eu, éventuelle. depuis 5 ans, on a eu une dizaine de crises qui sont succédées. Bon, mais- La Russie, l'Ukraine. Certes, mais beaucoup de commentateurs expliquent que cette crise doit être comparée par rapport au précédent choc pétrolier, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est ça l'étalon de mesure? Je pense qu'effectivement, cette crise va avoir un impact durable sur le prix de l'énergie fossile, du pétrole, et aussi d'ailleurs sur le prix de certaines matières premières agricoles, parce que ces matières premières, elles servent à produire des engrais. Donc, il faut s'attendre à vivre durablement avec un prix de l'énergie en hausse, mais qui finalement rejoint ce que vient de dire Dominique Méda, c'est-à-dire qu'on sait depuis un petit moment quand même qu'il va falloir faire des investissements importants pour cesser de dépendre aussi, de manière aussi importante de ces énergies. Ces investissements, on peut les chiffrer, et on sait surtout quel est le coût de ne pas les mettre en œuvre. Donc en fait, leur rentabilité, elle est claire. Le problème, c'est qu'il faut trouver les leviers économiques pour les mettre en place parce qu'on manque d'argent public. L'épargne, elle est abondante, mais pour l'instant, elle n'est pas tellement dirigée vers ces outils. Et donc, on ne sait pas très bien comment le financer. On sait que c'est important, mais on est un peu bloqué politiquement. Donc peut-être que cette crise va être enfin l'occasion d'avancer parce que de toute façon, on va devoir payer d'une manière ou d'une autre. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, mais peut-être que vous ne voulez pas y répondre. Est-ce comparable aux deux chocs pétroliers? Je pense que la dépendance des économies au pétrole a quand même un petit peu baissé. Donc je pense que, heureusement, ce ne sera pas comparable d'un point de vue macroéconomique aux chocs pétroliers qui ont vraiment bouleversé radicalement les économies occidentales. Mais ça reste un choc important. Même question au pluriel, Dominique Méda. D'abord, est-ce que c'est comparable aux chocs pétroliers qui ont marqué quand même l'essoufflement du Fordisme et donc le passage dans une autre forme d'économie? Moi, je dirais que pour l'instant, pas encore. Mais si ça continue, et apparemment la crise va continuer. Là, on est parti dans un combat de coq entre Trump et les Iraniens. Ça pourrait le devenir, oui. Ça pourrait le devenir, et de ce fait, ça pourrait ouvrir, alors ou bien à une crise sociale très grave dans tous les pays qui sont dépendants encore des énergies fossiles, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, nous permettre un tournant et une prise de conscience et un véritable tournant. Un véritable tournant, donc si on trouve une solution, mais dans l'hypothèse où l'on n'en trouverait pas une tout de suite, et de toute façon celles-ci seront difficiles à mobiliser à très courte échéance,
Dans les deux hypothèses, crise brève ou crise plus longue, est-ce que ça change beaucoup de choses selon vous? Alors, si vous me poussez dans mes retranchements, moi, il me semble que ce que nous devrions faire absolument, c'est une politique à double volet. Premièrement, comme a commencé à le suggérer Sébastien Lecornu, donc une politique d'électrification généralisée, allant plus loin que ce qu'il a proposé quand même, c'est-à-dire il a proposé 50 000 véhicules électriques en leasing. D'autres chercheurs, type Lucas Chancel ou Gabriel Zucman, proposent 1 million de véhicules électriques en leasing, d'une part, et puis d'autre part, parce que attention, l'électrification, c'est pas non plus la sortie totale de la dépendance. On redevient dépendant de la vente de minerais, et surtout, on reste dans une politique extractive. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé, qui montre que en 1970, on sortait de la terre, on extrayait 30 milliards de tonnes de matière. Aujourd'hui, 100 milliards. Donc, ça veut dire que le deuxième volet de cette politique, ça doit être une politique de sobriété, c'est-à-dire on revoit en effet nos usages, nos consommations. Vous savez, moi je préside donc l'Institut Veblen, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Veblen, c'est cet économiste, sociologue, qui nous parle de consommation ostentatoire et qui montre que la consommation, finalement, elle n'est pas faite seulement pour satisfaire les besoins essentiels. Elle vient beaucoup d'un souci de montrer qui on est, montrer à quel groupe on appartient, de quel groupe on veut se différencier, etc. Donc c'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, quand Keynes, en 1930, écrivait la lettre à nos petits-enfants, il pensait que ces besoins de se mettre en valeur et de se différencier allaient disparaître, et que c'est pour ça que le problème économique allait être réglé. Qu'est-ce que vous en pensez, Antonin Bergeaud? Parce que, donc alors, vous semblez d'accord tous les deux sur le diagnostic. Bon, il se trouve que pour faire en sorte que la France dispose d'1 million de véhicules en leasing, dispose d'un parc électrifié, d'augmentation donc de la production électrique verte, il va falloir des investissements importants. Oui, exactement. Moi, alors, 1 million de véhicules électriques, il y a des questions d'offres qui vont se poser. On ne peut pas les produire en France. Déjà, même ceux qui sont proposés en leasing ne seront probablement pas tous produits en France. Donc, on va devenir dépendant de la production de batteries qui est faite ailleurs. On n'a pas réussi à mettre en place... Ailleurs, en Chine, essentiellement. On peut dire en Chine, oui. Mais de toute façon, pas en Europe. On a essayé de mettre en place une politique industrielle de production de batteries. Ça a été... un échec complet. Et d'ailleurs, ça a soulevé toutes les défaillances du modèle de politique industrielle européen. Donc on va être contraint à devenir dépendant d'une autre manière. Et puis l'alternative qui est la sobriété pose un autre problème qui est l'acceptabilité de cette sobriété. Alors, on l'a vu en 2022, on a réussi à réduire de manière volontariste un petit peu notre dépendance au gaz. On a un peu moins mis le chauffage pendant l'hiver, mais c'est quand même assez limité l'étendue de ce levier. Et surtout, ça crée beaucoup de difficultés, beaucoup de violence, parce que les personnes qui subissent ces politiques de sobriété sont plutôt les plus faibles, donc ça nécessite beaucoup de transferts. Et ces transferts, aujourd'hui, on voit un petit peu la limite aussi, puisqu'on a un niveau de taxation qui est assez élevé. Donc on est un petit peu empêtré quand même, c'est pas pour rien que la situation est inquiétante. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une raison pour ne pas anticiper et commencer notre transition de manière vraiment volontariste. Donc, il faut le faire. Comment peut-on faire concrètement, puisque donc ce que vous expliquez, c'est qu'il faut donc modifier la donne. Dominique Méda. Non, je ne veux pas du tout interrompre. Non, je voulais réagir sur les véhicules électriques, en effet, construits ailleurs et construits en Chine, qui sont en train de nous envahir. Mais là encore, il y a eu un problème d'anticipation quand même, parce que on aurait dû essayer de construire un petit véhicule électrique pas cher en France. Monsieur Carlos Ghosn l'a fait. Renault s'est engagé très tôt sur... On ne l'a pas fait du tout suffisamment. Et les constructeurs français, en fait, ils ont préféré construire des gros SUV bien lourds pour faire des grosses marges et avec lesquels ils ont fourni les flottes d'entreprises. Donc là, il y a vraiment... Voilà, on n'a pas assez anticipé, ni les constructeurs, ni l'État. Je ne suis pas sûr que sur le plan automobile, je sois complètement d'accord avec vous, Dominique Méda, je vais poser la question à Antonin Bergeaud. D'ailleurs, je consacre un chapitre dans mon livre à la question de Northvolt, qui était cette usine suédoise qui avait été mise en avant comme étant le début de la politique industrielle européenne dans les batteries. Et en fait, ce qu'a montré l'échec de cette usine qui a fait faillite, donc qui a été rachetée, mais qui a globalement fait faillite en 2024, c'est qu'en Europe, si vous ne mettez pas en place une politique vraiment collective
une politique industrielle dédiée à la production de ce genre d'outils, en fait, ce qui se passe, c'est que les constructeurs allemands vont acheter quand même des batteries en Chine, les constructeurs français aussi. Et en fait, cette usine, elle a servi presque personne, parce qu'en Europe, on n'a pas mis en place une forme de protectionnisme sur les technologies, donc on n'a pas concrètement de Buy European Act, contrairement à la Chine et les États-Unis. Donc les entreprises sont pas, elles sont rationnelles, elles vont maximiser leurs profits, elles vont acheter les batteries de meilleure qualité, moins chères en Chine. Donc je dirais pas qu'on n'a pas essayé, on a essayé. Par contre, on a essayé de régler le problème en bout de chaîne, alors qu'en fait le problème c'est toute une chaîne de défaillance de notre politique industrielle européenne qu'on commence à voir, sur lesquels on commence à s'attaquer, mais qui est en fait beaucoup plus compliqué qu'on pense. Donc, Si le retard est rattrapable, parce qu'aujourd'hui, la Chine a pris un tel atout, une telle avance, pardon, par rapport aux véhicules électriques, Antonin Bergeaud, que c'est compliqué de savoir si on peut la rattraper. En tout cas, dans la transition, puisque là, il y a urgence, ça ne me paraît pas absurde de se dire qu'on va acheter des véhicules chinois, parce qu'effectivement, c'est toujours mieux que d'acheter du pétrole et continuer à consommer de l'essence. Par contre, il faut en parallèle préparer la suite, préparer les nouvelles vagues technologiques, les nouvelles technologies qui vont nous permettre d'être moins dépendants, encore une fois, de la prochaine crise, quelle qu'elle soit, parce qu'elle arrivera de toute façon. Antonin Bergeaud, professeur d'économie à HEC, on vous retrouve dans quelques minutes. La prospérité, retrouver les leviers de la croissance au XXIe siècle. C'est chez Odile Jacob. Dominique Méda, Le Travail. Pourquoi travaillons-nous aux éditions autrement? On se retrouve pour évoquer cette fois-ci la manière dont les politiques peuvent aujourd'hui tenter de remédier sur le long terme et pas seulement sur le court terme à cette situation. 8h sur France Culture. Remettre cette question au centre du débat. Hein. Je crois que vous avez tout dit, c'est-à-dire on ne parle plus de la question écologique, on oublie de regarder toutes les prévisions quand même effrayantes auxquelles nous donnent accès les scientifiques, les climatologues qui nous disent que la situation est en train de déraper, que ça ne va plus du tout. Il y a eu un article dans Nature récemment qui reparlait du coût de l'inaction et qui montrait que toutes les émissions de CO2 qu'on avait accumulées depuis des années, non seulement elles ont entraîné des pertes économiques avant, mais elles vont en entraîner encore plus importantes dans le futur. Donc, il faut absolument qu'on remette ce sujet sur la table. Non, mais je crains que nous soyons beaucoup à être d'accord là-dessus. Franchement, Guillaume Erner, je ne suis pas sûr qu'on soit nombreux à être d'accord là-dessus. là-dessus. C'est un désaccord. Moi, j'ai l'impression que s'il y a tant d'inaction, c'est parce qu'on ne fait pas de politique au futur. Moi, j'ai l'impression que si on ne fait pas grand-chose, c'est aussi parce que c'est très compliqué de le faire. C'est-à-dire, en effet, il faudrait des investissements massifs, toute une politique articulée, des politiques sectorielles articulées à tous les niveaux, de la planification, comme a dit Jean Lémarie. Donc, c'est vraiment, il faudrait que ça soit au sommet des priorités et que toutes les politiques soient organisées autour de cette priorité. Et donc, on ne fait pas de politique au futur, on va pas prendre en charge. Totalement d'accord. Oui, mais ça, il y avait eu un très joli bouquin, il y a plusieurs années, de Dominique Bourg et son collègue là-dessus, qui nous montrait bien que les politiques, ils sont étranglés par le court terme. Ils savent très bien, et là on le voit, le RN qui est complètement contre les énergies renouvelables, etc., nous tient en quelque sorte prisonniers, parce que dès qu'on va dire, tiens, on va prendre telle mesure de long terme, immédiatement, un certain nombre de courants politiques vont se retourner contre le gouvernement. Donc le gouvernement prend des mesures de court terme. Antonin Bergeaud, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous voyais opiner du chef. Oui, je suis complètement d'accord que c'est une des raisons pour laquelle ça n'avance pas, c'est que c'est effectivement très compliqué. Ça nécessite de penser très long terme et avec des résultats politiques qui sont probablement pas du tout garantis. En revanche, je pense que c'est aussi une opportunité pour l'Europe parce que pour le coup, s'il y a un continent où il y a un consensus supérieur au reste du monde, en tout cas sur ces questions climatiques et sur l'importance d'agir, c'est bien l'Europe. On fait quand même, probablement pas assez, mais on fait plus, notamment que les États-Unis sur ces questions-là. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas tellement responsable de la hausse des émissions mondiales. On est plutôt un continent dont la part relative dans les émissions baisse. Par contre, on a une responsabilité, c'est celle de montrer au reste du monde qu'on peut avoir un modèle que moi j'appelle prospérité, mais qui est un modèle où on a de la croissance économique quand même, parce que je pense, on y en parlera, j'imagine, que ça reste important. Ça permet notamment de financer tout ce qui a été évoqué et qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui, mais une croissance qui est compatible avec nos engagements environnementaux. Et si on arrive à se mettre d'accord européens autour de cette question sur laquelle on est déjà globalement d'accord pour mettre en place une politique commune de réduction des émissions par de la planification, par une politique industrielle qui est volontariste et qui va dans la bonne direction, on pourra montrer au reste du monde que c'est possible. Mais
Oui, mais l'Europe, Dominique elle Méda. est en pleine contradiction. Je veux dire, on est en plein backlash sur toutes les mesures du Green Deal qui, en effet, avaient décidé qu'on ferait de l'Europe le continent le plus écologique. Et en 2024, on a complètement détricoté ces mesures. Et puis après, en effet, l'Europe nous dit il faut avancer. Donc là, il y a une contradiction absolument majeure. Là encore, hein, c'est aussi parce que, à la fois, le patronat français, italien, allemand ont essayé de se mettre ensemble pour repousser ces mesures, alors que bien au contraire, il aurait fallu avancer, puisque c'est comme ça qu'on pourrait résister un peu à la concurrence chinoise. Donc là, l'Europe, elle est complètement, elle avance complètement à l'aveugle, quoi. Alors que, mais je suis complètement d'accord avec vous, la solution ne peut être qu'au niveau européen, avec de nouvelles politiques à la fois économiques, de sécurité et industrielles. Mais alors, bon, il y a quand même un désaccord entre vous sur les solutions qui se lisent d'ailleurs dans vos ouvrages respectifs. Le travail pour votre ouvrage Dominique Méda qui est publié chez Autrement et la prospérité retrouvée en ce qui vous concerne Antonin Bergeaud. C'est la question de la croissance ou de la sobriété. Vous, Antonin Bergeaud, vous prônez plutôt un modèle qui relève de la croissance verte. Oui, ou d'une croissance en tout cas qui est respectueuse de tout un tas de valeurs qu'on a plutôt tendance à mettre en avant en Europe. Donc en fait, une grosse partie du travail est fait. Maintenant, la question c'est de trouver le chemin. Je pense que on est d'accord globalement en Europe, pas partout, mais bon, pour penser que l'environnement c'est bien, que les inégalités c'est pas bien et que on doit protéger autant que possible les consommateurs. C'est ce qu'on fait, sauf qu'on le fait d'une manière qui pour l'instant, est un petit peu antagoniste avec l'idée de croissance, ce qui nous met dans une contradiction, et je suis complètement d'accord que l'Europe subit un backlash, probablement pour cette raison, parce qu'en fait, tout ce qu'on essaie de préserver détruit notre croissance, nous permet pas d'être résilient, nous permet pas d'être souverain, et du coup, on renonce petit à petit, mais de manière un petit peu hypocrite, à ces valeurs. Donc on va aller justement importer des batteries qui sont produites en Chine pour essayer de faire la transition écologique, donc on se remet dans une forme de dépendance pour faire la transition. On va peut-être demain apporter des modèles d'intelligence artificielle qui auront été entraînés sur des données privées volées, alors que nous, on met en place justement des régulations pour que ce ne soit pas le cas. Donc moi, ce que je pense qui peut fonctionner, c'est d'être déjà cohérent, de bien mettre en accord le fait qu'on ne peut pas tout avoir, il faut qu'on choisisse aussi notre modèle, mais ne pas oublier que sans croissance, on ne peut pas financer nos valeurs. On a parlé tout à l'heure de 60 milliards, plus de 60 milliards par an juste pour la France, pour lutter contre l'augmentation des températures. Ça, c'est de l'argent qu'il va falloir trouver. Il va falloir le produire. Et si on pense qu'on va pouvoir financer tous ces coûts qui vont nous permettre de rester cohérents avec justement nos valeurs sans croissance, on va devoir faire des paris quand même assez importants sur notre capacité à être très sobre, effectivement à beaucoup moins consommer, ce qui est peut-être un levier qu'on peut activer, mais qui me paraît assez limité, et sur notre capacité à accepter des transferts massifs, qui est à nouveau quelque chose d'assez dur à accepter. Alors moi, Dominique Méda, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous êtes a priori plus favorable à, disons, une perspective empreinte de sobriété, oui. Décroissance, vous employez Non, le j'emploie terme? jamais ce terme de décroissance parce que je sais que ça choque Il un est certain nombre répulsif? Oui, pour les personnes, oui, pour ceux qui n'ont rien à consommer, qui sont déjà étranglés, c'est répulsif. Mais alors je dirais, là où je suis d'accord, c'est que oui, on a besoin de croissance à court terme et on ne va pas désirer la récession, par exemple, ce serait catastrophique. Mais simplement, ce que je rappelle, moi, ça fait assez longtemps que je travaille là-dessus, je travaille avec mes collègues sur l'idée de nouveaux indicateurs de richesse, c'est-à-dire, ça revient un peu à ce que vous dites, hein, c'est-à-dire enfermer en quelque sorte notre production dans les limites planétaires. Il faut que notre production, elle respecte les limites planétaires et dans une forme de cohésion sociale, c'est-à-dire ne pas détruire la société. Simplement, ce sur quoi je mets l'accent, c'est que la croissance, jusqu'à maintenant, elle s'est toujours accompagnée d'augmentation de gaz à effet de serre, à quelques petites exceptions près. Et surtout, et on en parlait tout à l'heure avec l'électrification, elle va continuer à s'accompagner d'un accroissement de notre empreinte matérielle. Et il y a plein de gens qui disent qu'on ne pourra pas continuer comme ça trop longtemps. Même Fourastier, dans son bouquin en 1979, Les 30 Glorieuses, son dernier chapitre, il est très inquiétant. Il dit on ne pourra pas continuer comme ça. Et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, enfin le rapport Limits to Growth, avec la réaction d'un homme politique, ça j'ai
j'ai beaucoup étudié ça et ça me paraît très, très important, hein. À l'époque, le vice-président de la Commission européenne, qui s'appelle Siko Mansholt, qui lit le rapport Meadows et qui dit, en effet, on doit réorienter complètement l'économie européenne, on doit l'engager dans la bifurcation écologique, et il propose un plan en quelques lignes qui est exactement le plan qu'on devrait mettre en œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez prononcé le terme, planification, une planification européenne articulée à une planification nationale, une protection de l'Europe. Il dit il faut renoncer aux règles du GATT à l'époque et se protéger. Il faut orienter nos producteurs vers des productions essentielles, répondre aux besoins essentiels, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dis, quand je parle de sobriété, oui, essayons de voir ce dont nous avons vraiment besoin et la manière dont on peut satisfaire les besoins essentiels de l'ensemble de notre population. Jean Lémarie. C'est probablement le chaînon manquant, la sobriété dans notre réflexion. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup de climatologues. Au mois de décembre, l'État, le gouvernement a présenté la stratégie bas carbone qui était attendue depuis longtemps. Elle va être bientôt adoptée officiellement avec à peu près 3 ans de retard, mais elle est sur la table aujourd'hui. Et d'après le Haut Conseil pour le climat qui l'a évalué, cette stratégie, elle est intéressante, elle est ambitieuse, elle propose de vraies avancées, une vraie perspective avec un échéancier à calendrier. Mais deux doutes principaux quand on écoute le Haut Conseil pour le climat. D'abord, la faisabilité sur une partie des mesures, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas seulement se donner un but, il faut expliquer comment on l'atteint. Et aussi, et ça rejoint ce que vous disiez, Dominique Méda, la question de la sobriété, beaucoup trop absente du discours politique. On explique comment accompagner l'électrification, par exemple, mais on n'explique pas quels usages et quelles limites à l'usage nous pourrions nous donner à l'usage de l'électricité dans nos usages courants quotidiens. Oui, et ça c'est une réserve énorme. La sobriété, hein, ça peut être une réserve énorme d'investissement dans une nouvelle société pour opérer justement cette bifurcation écologique. Alors, et en plus, ça peut nous permettre, moi il me semble que la meilleure politique écologique, c'est une politique qui remet l'égalité au centre. Vous savez qu'on est un des pays les plus inégalitaires en termes de revenus primaires, un des pays les plus inégalitaires avec les États-Unis. Une fois qu'il y a la redistribution, ça n'est plus le cas. Oui, mais ça nous explique aussi pourquoi, on ferait bien d'arrêter de critiquer notre modèle social, pourquoi notre modèle social, il a un tel travail à faire, justement, pour corriger ces énormes inégalités primaires. Il faut énormément d'efforts pour revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire un niveau d'égalité un peu acceptable. Oui. Il est fait. Alors ensuite, oui, mais ça veut dire que ce sur quoi il faudrait travailler, c'est bien sur les inégalités primaires de revenus. Antonin Bergeaud. On a tous, à tour de rôle, évoqué le fait que la solution, elle passera par une solution européenne. Et je pense que derrière, il y a l'idée que la quantité d'investissement qu'il faut faire ne peut être réalisée que globalement. Le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on n'a pas vraiment les outils pour mettre en place une telle planification. Donc moi, ce que je prône, que ce soit pour d'ailleurs pousser à plus de sobriété ou pour planifier, c'est d'avoir une instance européenne qui n'a comme objectif un seul objectif très clair, un mandat très lisible, un peu comme la Banque Centrale Européenne, de réduction des émissions, avec un vrai budget, et pas un budget qui est une agglomération en fait, de budget de chaque État qui derrière va essayer de récupérer un petit peu et tirer la couverture à lui. Vraiment une instance indépendante avec un mandat simple. Ce mandat, ça peut être arriver à l'électrification, à 50% d'électrification d'ici 2030, ça peut être d'arriver à réduire les émissions en suivant le chemin qui est mis en avant dans l'accord de Paris. Ça peut être tout un tas d'objectifs, mais on a, en fait, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, on n'a pas cette instance aujourd'hui en Europe. On a beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne en Europe. On a, encore une fois, globalement, une volonté, je pense, d'aller en avant, mais on ne le fait pas parce que c'est difficile et parce qu'on n'a pas les outils économiques et politiques pour le faire. Donc, avançons dans cette direction et essayons de faire en sorte que ce qui va être mis en place, ces politiques qui vont être mises en place pour l'environnement, mais aussi pour d'autres politiques qu'il faut mettre en avant en Europe, hein, l'égalité entre les territoires, le développement économique de l'Europe, ne se fasse pas au détriment de la croissance, parce que notre système social qui est critiqué, il est critiqué parce qu'il n'est pas soutenable d'un point de vue économique. En fait, on peut décider qu'on va changer l'indicateur, qu'on va essayer de faire différemment. À un moment donné, il faut payer pour les retraites, il faut payer pour les dépenses de santé, et ça se fait avec du revenu. Le revenu, il augmente si on crée plus de richesses. Et c'est pour ça que la croissance, à court terme, moyen terme, on ne peut pas s'en passer, ne serait-ce que pour compenser le changement démographique et la hausse des dépenses.
Dominique Méda. J'ai envie de réagir sur 2 points. D'abord, pour dire que je suis entièrement d'accord que l'Europe est la solution, qu'il faut utiliser. Alors, on a fait plusieurs notes à Veblen sur ce sujet, et je crois que vous développez ça aussi. Hein, Veblen, c'est l'Institut. L'Institut sur la transition écologique. L'idée d'utiliser la commande publique, en effet, d'avoir des instances européennes. Moi, il me semble que de toute façon, l'Europe, c'est la solution. Une Europe fédérale, une Europe plus solidaire, une Europe qui reconstruit ses infrastructures, qui est solidaire aussi sur les questions d'énergie, hein, faire circuler l'électricité, peut-être aller très très loin. Est-ce qu'il faut qu'on se fasse payer entre nous une Europe où il y aurait un mix énergétique entre l'Espagne avec ses renouvelables, l'éolien au Danemark, nous le nucléaire, voilà, tout ça serait tenu ensemble. C'est ma première réaction. Et la deuxième, quand vous dites on peut pas y arriver parce que notre modèle social n'est pas peut-être soutenable, moi je rappelle qu'il y a quand même dans notre croissance, est-ce qu'on a envie d'un PIB, par exemple, un PIB qui serait plein de cadmium? Non mais vous voyez, il y a des... Un PIB plein de cadmium, juste pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas les acronymes, c'est une richesse nationale pleine de cadmium. C'est ça, c'est-à-dire... Donc c'est très bien du point de vue de l'indicateur économique. Voilà, c'est très joli le PIB, mais qu'est-ce qu'on met dedans? S'il n'y a que du poison, c'est comme c'est Jean Cadret qui utilisait souvent cette image, le PIB c'est un gâteau. Si le gâteau est plein de poison, c'est pas très intéressant. Donc peut-être qu'il vaut mieux un gâteau un petit peu plus petit, dont on aurait retiré tous les coûts cachés. Je pense à une étude du Basique hyper importante qui a montré que sur le système agroalimentaire, non seulement les pouvoirs publics mettaient 48 milliards par an pour le soutenir, mais qu'il avait tellement d'impact négatif qu'il fallait remettre 19 milliards pour compenser les impacts sanitaires, sociaux, etc. Donc faisons attention, je dirais, on peut envisager autrement les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment que personne ne veut absolument de la croissance sans aucune limite. Un gâteau au cadmium, non. Voilà, mais il faut quand même être un petit peu... aussi regarder ce que l'Europe fait de bien, et la France en particulier. Notre PIB, il est assez peu carboné par rapport au reste du monde. On ne gratte pas nos sols pour aller chercher des terres rares autant qu'en Chine. On préserve quand même beaucoup les consommateurs. On a beaucoup de régulation. Donc, on arrive malgré tout à produire un petit peu de croissance comme ça. Pas assez, à mon avis. Moi, il est hors de question de renoncer à ça pour essayer absolument d'avoir 2% de croissance. Justement, c'est pour ça que je ne parle pas de croissance, je parle plutôt de prospérité. Mais cette prospérité, il y a de la croissance dedans. Mais il y a autre chose, et c'est pas de la croissance à tout prix. Et je pense que l'erreur qui a parfois été faite, c'est de dire regardons ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis ont 3% de croissance, on va faire comme eux. Tout à fait. Ça marchera jamais en Europe parce qu'on est très différents et on ne veut pas du tout renoncer à ces valeurs. Par contre, si on n'arrive pas à changer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, parce que je suis d'accord qu'il faut de l'Europe, mais pas l'Europe actuelle, on va se retrouver avec 0% de croissance. On ne pourra plus financer notre système social et on va devoir faire le choix. Alors, est-ce qu'on va commencer à exploiter nos propres terres rares? Est-ce qu'on va renoncer à nos objectifs environnementaux? Peut-être plus d'inégalités, etc. Et c'est ce moment-là où notre modèle va exploser. Et on va montrer au reste du monde qu'en fait, on ne peut pas faire sans imiter les États-Unis ou la Chine. Dominique Méda, il y a donc effectivement, lorsqu'on réfléchit sur le travail, une autre mutation qui est en cours et dont les effets peuvent être potentiellement dévastateurs, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très partagée, comme beaucoup de personnes. Hein. Je suis les débats. J'ai écouté la très intéressante émission que vous avez faite récemment sur la question de l'IA et de l'emploi. J'ai lu aussi la note de Sam Altman qui est parue il y a quelques jours, qui m'a paru invraisemblable, puisque ce qu'il dit, c'est discutons des effets de l'IA, et un peu comme Elon Musk, il postule que ça va être quand même en gros la fin du travail et qu'il faudra envisager, alors qu'il faut envisager une taxe sur les robots. C'est rigolo parce que c'était la proposition de Benoît Hamon il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, il dit essayons d'avoir une vision plus démocratique de l'IA. Et moi je dis mais chiche, ayons une vision démocratique de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons la proposition qui est actuellement portée par Isabelle Ferreras, une sociologue belge, qui vient de rendre un rapport à la ministre espagnole du Travail, qui propose de mettre partout la codétermination. Et si on met partout de la codétermination... Qu'est-ce que c'est la codétermination? Eh bien, c'est donner le même pouvoir, c'est donner une voix aux salariés dans une entreprise et leur donner presque autant de pouvoir, nous disons, qu'aux actionnaires. Parce que ces on appelle le kibbutz. Je ne sais pas. Bref, et alors ça, je trouve ça très intéressant. Vous pensez vraiment que ça va être apprécié, adopté dans le CAC 40 ?
on va avoir du travail, en effet, pour le faire adopter. Mais je pense que c'est, par exemple, sur l'IA, la seule manière de pas aller... si vous voulez, je me dis que sur l'IA, ce qui se passe est tellement fou que vraiment ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il faut absolument refuser la propriété privée des moyens de production. Là, sur cette question-là, il me semble qu'on ne peut pas laisser quelques individus qui ont l'air quand même la plupart complètement fous décider pour nous de choses aussi importantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Antonin Bergeaud? Alors, bon, c'est un vaste sujet, hein, mais C'est un vaste sujet. moi, j'accorde une importance assez relative à ce qui est, à ce qui est écrit et dit par Sam Altman et les autres patrons de la tech, parce qu'ils essayent de rentrer en bourse et que pour l'instant, ils disent à peu près tout ce que les gens ont envie d'entendre, et notamment, ou pas envie d'entendre, ou pour faire peur aux gens, et notamment sur la disparition de l'emploi. Donc là, il y a une multiplication des discours apocalyptiques pour vous expliquer que si vous ne mettez pas tout de suite à l'IA, en gros, vous êtes foutu. Donc là-dessus, moi je pense qu'il vaut mieux écouter les chercheurs, les sociologues et parfois les économistes aussi sur ces questions, plutôt que les gens qui ont directement un skin in the game, comme on dit. Par contre, effectivement, il y a des questions importantes qui se posent. Donc le game jouer leur peau. Leur peau, dans merci. Ce registre. Par contre, effectivement, donc Sam Altman et ses équipes ont publié cette espèce de manifeste assez surprenant où ils parlent de leur vision d'un monde complètement nouveau, où il y aurait presque plus d'emplois, il y aurait une richesse captée par très peu d'individus, et de manière assez surprenante, ils sont eux-mêmes concernés, mais ils disent qu'il faut redistribuer le plus possible, il faut préparer ce monde de revenus universels et de taxation du capital, etc. Donc je trouve que c'est très important qu'on anticipe ces choses-là. Par contre, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça va prendre. Si on arrive dans ce monde, ce qui est déjà un vrai point d'interrogation, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que ces nouvelles façons de travailler, elles s'intègrent, et ça va prendre du temps, elles s'intègrent doucement dans l'entreprise, que les entreprises trouvent leur façon de travailler, que les gens se forment. Et le fait finalement que ce soit plus lent que peut-être ce qu'on peut lire ou ce qu'on a pu penser à un moment, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire de cette technologie, plutôt que de la subir et de se la prendre comme une vague dans la figure. Et un mot de conclusion là-dessus, Dominique Méda, là aussi, les précédents en matière donc d'innovation technologique n'incitent pas véritablement à l'optimisme sur l'usage raisonné, la manière dont le capitalisme peut agir avec cela. Oui, en effet. Ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'encadrer. Ça me fait penser à Polanyi, à Karl Polanyi, qui, dans la grande transformation, raconte comment la reine Élisabeth, au moment des enclosures, a ralenti le processus. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut ralentir les choses, encadrer, ne pas laisser quelques individus décider pour nous. Dominique Méda, votre livre « Le travail, pourquoi travaillons-nous » est publié aux éditions Autrement. Antonin Bergeaud, votre livre La prospérité retrouvée, les leviers de la croissance au XXIe siècle est chez Odile Jacob. Dans quelques instants, mes camarades Saltiel et Como et le 8h45 d'Anne-Laure Chouin. Descartes, immense figure de l'histoire de la philosophie.